dans la société dans laquelle on est maintenant, il y a tellement de modèles de production différents qu'il faut absolument qu'il y ait une information à un moment ou l'autre qui soit donnée. Et je pense que c'est par l'information et les choix que vont faire les consommateurs que le changement va venir. Éco-conso et vous, saison 3, c'est parti! On mange quoi demain? Ah, l'alimentation. Voilà un sujet qui concerne tout le monde. Et si on remettait nos habitudes en question? Cette saison, on va parler de ce qu'on met dans nos assiettes, de potager, d'agriculture, de produits locaux et de saison. Bref, on va essayer de répondre à la question « On mange quoi demain ?» Au mois de mars, on est allé rencontrer plusieurs agriculteurs et agricultrices. Des personnes passionnées, passionnantes, avec parfois des avis divergents, mais animées par la même envie. Nous nourrir bien, et dans le respect de la nature et du vivant. Avez-vous écouté le premier épisode? On y a fait leur connaissance, et on a découvert de quelle façon ils et elles pratiquent l'agriculture durable. Cette semaine, on se penche sur un sujet qui nous intéresse beaucoup en tant que consommateurs et consommatrices, mais dans lequel on est souvent perdu et parfois méfiant. Les labels. Pourquoi ont-ils décidé, ou non, de se faire labelliser? Pourquoi ces labels-là? Quelle est leur plus-value? Peut-on leur faire confiance? Allez, on vous emmène dans 4 fermes pour en discuter. On mange quoi demain? Rencontre avec des producteurs et productrices. Épisode 2, c'est parti! Nos 2 premières productrices sont maraîchères. Elles ont en commun d'avoir conservé la labellisation bio qui existait déjà pour leur production de légumes. On ne va pas détailler ici toutes les pratiques que ça implique, mais n'hésitez pas à réécouter l'épisode précédent où elles détaillent les actions écologiques mises en place. Une démarche importante pour elles, pour l'environnement, mais aussi pour leurs clients ou abonnés, comme elles vont nous l'expliquer. Pauline, de la ferme Abraham, a repris l'exploitation de son papa. Et même si elle a changé beaucoup de choses, elle tenait à garder le label bio. L'avantage du terrain ici de légumes, c'est que c'était déjà bio. Donc en fait, normalement, il y a quelques années de conversion. Et donc, j'ai repris le mouvement. Pour les légumes, c'était important pour moi parce que je les consomme comme ça. Par ma formation et par mon expérience, j'ai appris à cultiver comme ça. Donc pourquoi refaire la marche arrière? Et je me vois pas me camoufler et commencer à aller pulvériser. Et évidemment pour l'environnement aussi, oui, ce que j'ai créé ici, le petit écosystème ici, non, jamais de marche arrière. Et je vois que c'est important pour les abonnés, donc je suis contente. Astrid, elle, a d'abord été indépendante. Et à cette époque, elle choisit de ne pas faire labelliser ses produits. Une situation qui change quand elle reprend la gestion des Compagnons du Samson et que ceux-ci, déjà labellisés Bio et Nature et Progrès, travaillent désormais aussi sur son ancien terrain. Donc ici, on est labellisé Bio avec Certis et on est labellisé aussi Nature et Progrès. Je pense que ça doit faire une 20aine d'années qu'on porte les 2 labels. Et c'est assez cohérent parce que finalement, on n'utilise rien du tout comme produit phyto. Même question bouillie bordelaise, on n'utilise pas. Ce qu'on utilise de temps en temps, c'est des huiles essentielles ou du bicarbonate de soude, ou du savon noir pour certains insectes ou quoi. D'un point de vue personnel, quand j'étais indépendante, j'étais pas pour le label bio parce que je trouvais que je faisais plus que le bio. J'étais un peu dans la philosophie de Nature et Progrès, mais voilà, j'avais pas de label. Maintenant, mon terrain est labellisé aussi puisque les Compagnons du Samson sont labellisés. Je n'ai rien dû changer aux techniques culturales. On fonctionne par planche semi-permanente. Il y a des parties enherbées, il y a un mélange de permaculture, un mélange d'agroécologie. Voilà, il n'y a pas d'extrémisme non plus dans les techniques culturales, mais ça confirme, quoi. Voilà, le label sert aussi à la confiance du public parce que malgré tout, il faut communiquer beaucoup avec ses mangeurs et ses clients. Et alors quand on porte le label, les clients ont confiance, quoi. Ils savent que on n'utilise pas de produits phytosanitaires pour cultiver nos légumes, pas de pesticides. Voilà, on peut peut-être élargir aussi sa clientèle un peu plus qui doute quand on n'a pas de label, quoi. Direction les hauteurs de la Belgique, chez Jean-Louis et sa ferme Haute-Mont-Île.
Avec les autres producteurs de la coopérative Pure Ardennes, qui produit le lait de la baraque, ils ne sont pas labellisés. Certes, ils pensent à réaliser le score C durable, dont on vous reparle en détail un peu après, mais pour eux, les labels ne sont pas la priorité. Disons qu'on a entamé ici comme une procédure le label C durable. On l'entame sans se mettre de la pression, quoi. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'ici, dans notre principe, il faut que ce soit la coopérative qui soit labellisée. Donc ce serait une première, parce que pour le moment, on labellise producteur par producteur. Et que le lait de la baraque fraîture, c'est oui producteur. Donc il faut labelliser la coopérative. Donc ça, ce serait une première, donc ça prend un certain temps. De notre côté, on est à l'affût, à l'écoute de l'évolution du marché, voir un peu dans quel sens on va se diriger, parce que déjà, il y a 4 ans, on était déjà sur la réflexion d'un indice carbone pour les exploitations et tout cela, et faire des études par exploitation. Et notre seule crainte, c'est que le label C durable, on aurait fait toutes les démarches, et puis à peine terminé, il y a un autre label officiel qui se met en place et qui prenne plus d'importance, quoi. C'est un peu ça la crainte. Après, c'est pas ce qui est le plus prioritaire chez le consommateur. Non. On pensait à un moment donné, tout au début de la coopérative de la baraque fraîture, l'importance de labelliser notre produit et voilà, avoir des reconnaissances officielles par label. Et finalement, c'est pas ça qui est le plus important. Non. C'est le concept. Chaque fois, quand on a un contact, soit avec les gérants de magasins ou les consommateurs, c'est l'origine du produit. Identifier les producteurs, l'origine du produit, savoir qu'il est bien produit, que le lait est bon, qu'il y a une différence de goût, le lait est bon, mais l'origine du produit et à qui revient le revenu. Je crois que la photo des 8 producteurs sur la boîte de lait est très très importante. Oui. Cet avis sur le côté non essentiel des labels, il n'est pas partagé par Marc-André, lui aussi éleveur de vaches laitières et producteur de beurre, de fromage, de viande et de céréales. Pour lui, chaque certification a son importance et la ferme de l'Esclé peut se targuer d'en avoir une sacrée collection. On y trouve le label bio, la mention Nature et Progrès, le label wallon Je protège l'eau, le label Prix Juste, ainsi que le score C durable. On détaille ces différentes initiatives ensemble en commençant par le label bio. Ce label, ils l'ont depuis 2009, après que Marc-André ait repris la ferme familiale. La première chose, c'est que nous, on a décidé qu'on était en bio. Je sais qu'il y a des gens qui critiquent le bio, mais le bio, il a une chose qui est fondamentale, c'est qu'il y a un cadre qui est défini et que quoi qu'on fasse, on est limité par ce cadre. Et ce cadre, c'est principalement pas de produits de synthèse en engrais ou en produits phytopharmaceutiques. À cela s'ajoute la mention Nature et Progrès, créée par l'association du même nom, pionnière du bio. Cette mention a l'avantage de ne pas s'attacher qu'aux produits, mais bien à la démarche globale du producteur. C'est ça qui plaît à Marc-André, comme d'ailleurs à Astrid des Compagnons du Samson, qui nous l'évoquait aussi tout à l'heure. Nature et Progrès propose une charte qui combine divers aspects écologiques, économiques et sociaux. Une de ses spécificités, c'est que pour l'obtenir, il faut aussi être labellisé bio, ce qui, pour Marc-André, est un gage de sérieux. Nature et Progrès, celui-là, on l'aime bien parce que celui-là, c'est une vision systémique de l'ensemble de la ferme. Et il faut que l'ensemble du système soit cohérent. Et en plus de ça, il y a un système participatif. Ici, les consommateurs, ils viennent, on discute. Donc, c'est-à-dire que c'est des consommateurs qui viennent dire si ce qu'on leur raconte leur paraît cohérent. Mais d'abord, il y a le label bio. Ça, c'est la base de chez Nature et Progrès qui vérifie si on n'a pas utilisé de produits chimiques, qui vient voir nos carnets de compte et ainsi de suite. Donc ça, Nature et Progrès, il a dit ça, on le laisse à la certification bio, mais après, on essaye qu'il y ait une cohérence humaine dans le projet. Et ça, c'est des consommateurs qui viennent le dire en discutant avec nous. Il y a aussi le label Prix Juste. Pour la ferme de l'Esclé, l'objectif est ici de montrer à celles et ceux qui achètent leurs produits que ces produits-là rémunèrent correctement les personnes qui les ont cultivés et préparés. Dans un autre registre, on trouve aussi le label wallon « Je protège l'eau ». On voulait démontrer qu'on protège l'eau. Enfin, ce label-là, c'était juste, à un moment, on faisait un inventaire des pratiques, et les pratiques prouvaient qu'on avait un impact favorable sur les nappes phréatiques. Donc, l'eau qui passait par nos champs, quand elle arrive dans les nappes phréatiques, elle n'est pas polluée. Ça paraît bête, mais pour dépolluer l'eau qui est contaminée dans les nappes, ça coûte des centaines de millions d'euros à la région wallonne, que monsieur et madame tout le monde paye. Mais chez nous, voilà. Déjà rien que ça, on récupérerait l'argent
de la dépollution de l'eau quand on ne pollue pas l'eau, ça nous paierait déjà tous les surcoûts qu'on a liés aux pratiques, on va dire, de durabilité. Pour clôturer cette liste, on se penche sur le score C'est durable. Il est né en 2021 et veut permettre d'identifier facilement les fermes d'élevage wallonnes qui œuvrent pour plus de durabilité. Une démarche qui a séduit Marc-André, qui y voit une belle complémentarité avec les autres labels. Le bio, c'est exceptionnel, mais c'est pas suffisant. Et donc, il fallait absolument mettre en avant aux consommateurs ce qu'on faisait en plus. On a mis en place le score C'est durable, où on fait un audit sur le bien-être animal, sur l'impact sur la biodiversité et un audit sur l'impact par rapport au climat. Et donc ça, c'est important parce que comme il y a plusieurs notions qui sont mises ensemble, on est capable de voir si l'un ne se fait pas au détriment de l'autre. Donc par exemple, dans certains modèles, on essaye de dire qu'on a un impact climat qui est faible, mais en termes de durabilité pour le système, c'est 0, parce qu'en fait, on produit tellement sur une petite surface qu'on arrive à diluer la très forte pollution qu'on a générée sur un très grand volume. Tandis qu'ici, nous, on dit, on va voir l'impact qu'on a sur le volume produit, donc sur le litre de lait, le kilo de viande, le kilo de céréales. On va essayer de voir si cet impact-là, il est correct. Donc, on est mis en compétition avec ceux qui sont dans les modèles hyper intensifs. Mais derrière, il faut que ce soit durable sur la quantité de CO2 produite à l'hectare. Donc, on fait le bilan des deux. Et en plus de ça, on essaye de voir que ça ne se fasse pas au détriment de la biodiversité, parce qu'on l'oublie. Mais il y a plusieurs études là qui viennent de sortir, c'est que la perte de biodiversité est un danger pour l'humanité encore plus grand que le réchauffement climatique. Et donc en plus, ces outils-là ont été faits par des personnes extérieures au monde agricole. Déjà ça, on trouvait ça important. Et donc par exemple ici sur la biodiversité, c'est des environnementalistes qui ont fait cet outil-là et qui ont mis un ordre d'importance sur ce qui avait réellement de l'impact sur la biodiversité. Donc mettre un nichoir, c'est bien, mais c'est pas ça qui a un impact très fort sur la biodiversité quand on voit l'étendue de surface qu'on a. C'est vraiment ce qui a le plus important, c'est le maillage. Donc c'est-à-dire qu'il y a des éléments de paysage intéressants pour la biodiversité sur l'ensemble du système agricole. Les mares, les haies, avoir des zones refuges, avoir des zones de fauche tardives, avoir des zones de céréales qui sont pas pulvérisées. Donc par exemple, ça a l'air bête, mais en fait, il y a des plantes et des insectes qui ne vivent que dans les zones de culture. Donc vous avez de la biodiversité pour les prairies, vous avez des zones de biodiversité pour les cultures. Et donc en fait, si votre ferme, vous avez un bloc de 50 hectares où vous avez une céréale, d'un point de vue biodiversité, c'est catastrophique. Parce que la biodiversité, elle a besoin de circuler, elle a besoin de voyager, elle a besoin de passer d'un endroit à l'autre. Et donc en fait, il faut aussi que la taille des parcelles soit pas trop grande. Donc ça veut dire qu'il faut imaginer la petite insecte ou la petite coccinelle qui doit traverser la parcelle de 50 hectares. Elle a aucune chance. Même si ce champ n'est pas pulvérisé, ce qui est déjà rare dans ces cas-là, elle a aucune chance de traverser parce que l'étendue, elle est trop grande. Et donc tous ces éléments-là, ça fait partie du maillage. Donc de cette diversité et de cette richesse. Donc généralement, qu'est-ce qu'on voit des photos qui circulent sur les réseaux. On le voit aussi maintenant pour les jardins des particuliers, parce que là aussi, c'est exactement la même chose. Hein. Soit on a un bloc vert autour de la maison, ou on a un truc avec plein de choses, ça c'est le maillage. Et donc, quand on voit la vue aérienne, c'est plein de petites parcelles, avec des cultures de plein de sortes différentes, et avec des éléments favorables à la biodiversité, où la biodiversité a la possibilité d'exister, qui sont bien présents, quoi, et bien répartis sur l'ensemble du territoire. Donc les cours d'eau et tout ça, les mares, plein de choses, quoi. La ferme a obtenu un score B pour son audit climat et A au niveau de la biodiversité. Pour le troisième pilier, le bien-être animal, la ferme obtient aussi le score A. Les enjeux dans ce domaine sont importants. On vous encourage d'ailleurs à écouter l'épisode précédent pour comprendre pourquoi et comment Marc-André invite à revoir notre rapport à la viande pour évoluer vers plus de flexitarisme. Ici, rien n'est tout blanc ou tout noir. C'est une approche tout en nuances où l'on essaye de faire évoluer les pratiques pour relever les nombreux défis liés à l'élevage. On a essayé de travailler sur le bien-être de nos animaux, parce qu'on oublie souvent, c'est que les animaux, ils naissent, puis ils ont la vie, et puis après, il y a la mort. Alors, soit on se concentre juste sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire que quand les vaches sont en production pour le lait, elles sont dans des conditions optimum, mais non, c'est pas juste à ce moment-là que le bien-être est important, c'est à la naissance des veaux. Puis après, il y a l'entièreté des veaux. Comment est-ce qu'on essaye de faire en sorte qu'ils soient dans de bonnes conditions? Donc, c'est-à-dire ne pas juste se concentrer aussi sur les jeunisses qu'on va utiliser pour le renouvellement du troupeau, parce que
en bio, comme les vaches sont en bonne santé, il faut beaucoup moins de jaunisse pour le renouvellement. Ce qui fait qu'en fait, on était arrivé qu'on n'avait que 25% des veaux qui naissaient sur la ferme qui étaient élevés à la ferme. 75% des veaux partaient dans des filières, on va dire, autres. Et nous, on essaye de sortir de ces filières et on essaye de mettre en place une technique pour élever les veaux des vaches dites laitières, quoi. Voilà, pour que les veaux soient élevés à la ferme et pas à l'extérieur. Et en 2015, on a commencé à élever avec des vaches nourrices. Ça peut paraître surprenant, mais on est peut-être 10 à faire ça. Ça fait une très grosse évolution en termes de bien-être et de laisser le plus possible la possibilité aux animaux d'exprimer leur comportement naturel. Et nous, on essaye que les veaux qui naissent sur la ferme, on leur donne des bonnes conditions de vie, donc c'est-à-dire qu'ils restent avec leur mère, qu'ils sont élevés sur la ferme et qu'ils ont accès à de grands parcours enherbés et qu'ils aient réellement la possibilité d'avoir une vie avant d'arriver à la mort. Ça, on est bien d'accord, il y a la mort à la fin, mais qu'ils aient réellement la possibilité d'avoir une vraie vie. Et ça, c'est un sacré défi en production laitière. Franchement, je peux vous assurer que on n'y est pas encore arrivé. C'est en bonne voie, mais c'est un sacré défi, quoi. Et puis après, il y a plein de réalités économiques qui fait que c'est pour ça que ça se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Et ensuite, donc il y a tous ces veaux qu'il faut élever, comment est-ce qu'on les élève, puis les conditions de vie des vaches quand elles produisent, et puis à la fin de vie des vaches. Alors en production laitière, d'ailleurs on dit toujours production laitière, et on oublie que c'est des vaches qui produisent du lait et de la viande. Et alors cette fin de vie où elles vont produire de la viande, on l'a complètement oubliée. Pourtant c'est la viande qui est la plus consommée au niveau mondial, c'est la viande de vache laitière. La mise à mort, c'est quand même un moment qui est capital, qui peut générer énormément de stress. On essaye que nos animaux, plutôt que d'aller dans des grands groupes d'abattage, aillent dans des petits abattoirs, on va dire un peu plus local, où le stress de la mise à mort est moins élevé. Et là, on essaye de travailler, mais c'est compliqué parce que il y a toutes des pressions au niveau légal. Je crois qu'on a eu la première réunion sur l'abattage à la ferme il y a 5 ou 6 ans. Et là, on va peut-être envisager la phase test à la ferme. On sait qu'au niveau sanitaire, il n'y a pas de problème, mais on va seulement envisager la possibilité de faire des tests. Donc peut-être que pour fin de cette année-ci, on pourra faire de manière expérimentale les premiers abattages d'animaux à la ferme. Et ça a l'air bête, mais en termes de bien-être, ça va changer beaucoup de choses. Après, il faut pas, je pense qu'il faut pas tomber dans le danger de stigmatiser tout un pendant parce qu'on a besoin de toutes les filières, donc même des grands abattoirs, malheureusement, on en a besoin parce que c'est ce que demandent les gens. On a essayé de faire en sorte que cette viande, elle va coûter le moins cher possible. Donc, c'est-à-dire qu'on va centraliser, on va faire des économies d'échelle, on a supprimé les petits abattoirs et on concentre le tout dans les grands abattoirs où la mise à mort coûte le moins cher. Et là, sur le bien-être animal, il y a des défis qui sont immenses, mais là, il va falloir que les gens assument que s'ils veulent plus de bien-être, il y a un moment, il va y avoir un impact économique. Parce que là, c'est quand même significatif, quoi. Voilà qui complète l'approche de la ferme sur les 3 piliers du score C'est durable, que sont le climat, la biodiversité et le bien-être animal. Pour terminer, on a voulu savoir ce que ce score, encore récent, peut apporter alors qu'il existe déjà de nombreux labels. Ce score-là, il a un gros avantage, c'est qu'il est très lisible pour le consommateur. Donc ça ressemble au Nutri-Score, c'est la même échelle de mesure et donc les gens, c'est très bien intégré parce que si on fait des trucs trop compliqués, ici je vois maintenant il y en a de ceux qui font des trucs, mais ça part dans tous les sens. C'est génial en termes d'information, mais après il faut être réaliste par rapport aussi à la réalité des consommateurs. Et je trouve que là, C'est durable avait un avantage, c'est qu'il était très lisible. Et il donnait des informations clés pour monsieur et madame tout le monde. Il y a la même chose pour les machines à laver et tout ça, c'est exactement le même code couleur. Je pense que tous ces scores ne seront jamais, il faut accepter une chose, c'est qu'ils ne seront pas jamais parfaits, mais qu'ils sont une avancée. Et je pense c'est par l'information et les choix que vont faire les consommateurs que le changement va venir. Et donc pour ça, il faut au moins donner l'information aux consommateurs. Qu'il y ait plein de marques, qu'il y ait plein de trucs, c'est génial, mais que l'information de base, qui est capitale, soit la même et soit donnée directement aux consommateurs en un clic ou en un regard, quoi. Et ici, avec C'est durable, toute l'information, on va dire lourde, il y a qu'à les scanner sur le site et toutes ces informations lourdes sont données pour celui qui veut investiguer beaucoup plus. Donc le bio, ça avait commencé comme ça. En fait, il y avait plein de labels bio dans chaque pays européen. Il y avait même certains pays où il y avait plusieurs labels. Et puis à un moment, l'Europe a dit stop et on va uniformiser. Et pour toute l'Europe, c'est le même cahier des charges. Et donc ça, je trouverais ça génial parce que quand on voyage un petit peu, en fait, tous les producteurs du monde ont l'impression qu'ils sont les meilleurs du monde. Et c'est normal, c'est bien. Mais après,
ce serait bien que tout le monde, par rapport à ces enjeux qui sont les mêmes pour l'ensemble de la planète, que l'information soit un peu la même partout, quoi. Et alors ceux qui ne veulent, moi je trouve que ceux qui ne voudraient pas jouer le jeu, ben c'est tout, on leur met la mauvaise cote. Et puis, enfin, je trouve qu'il faudrait forcer un peu le destin sur ça, quoi. Comme on le fait maintenant pour le Nutri-Score, on est en train de forcer un peu les choses. C'est pas parfait, mais au moins ça donne une info. Après cette panoplie de labels, on vous propose de revenir sur l'un des plus connus, le label bio. Chez EcoConso, on est régulièrement confronté aux doutes des consommateurs. Le bio, est-ce que c'est sérieux? Comment se passent les contrôles? Est-ce que ça ne sert pas à rien si le champ du voisin est traité, par exemple? Alors on a relayé ces doutes à celles et ceux qui sont bien placés pour voir comment ça se passe. Je peux vous dire que c'est des contrôles sérieux. Ils regardent tout ce qu'on achète, ils regardent les factures. Donc voilà, ils savent les produits qu'on a mis. Et puis ils font des échantillons aussi. Ils passent sur le terrain, ils viennent voir. Voilà, ils viennent mettre un œil sur tout. Ils font des échantillons de légumes. Donc il y a pas moyen, il y a pas une triche possible. Et heureusement. C'est assez rituel, hein. Chaque année, on est contrôlé. Il y a une espèce de protocole qui est installé et que moi j'avais déjà, même sans label, c'est-à-dire de conserver toutes les factures, évidemment, d'avoir un carnet de plantation, ça c'est obligatoire, un carnet de récolte, un cahier où je mets toutes les compositions des paniers pour les gazap, ce genre de choses. Donc, le bio qui est souvent critiqué, c'est le bio qui est mondial. Et donc, si on choisit de consommer bio et en plus local, ben tout de suite, ça a un tout autre intérêt. Il y a des gens qui arrivent à passer entre les mailles du filet. Il n'y a aucun système qui est parfait. Mais par les prélèvements inopinés d'échantillons, on arrive déjà à vérifier beaucoup de choses. Donc ça arrive plusieurs fois par année où ils viennent et ils prélèvent des échantillons. Et donc si par exemple il y a une dérive qui est liée au champ du voisin et qu'ils viennent faire un contrôle, ces dérives, on les retrouve. Alors même s'il y a des dérives, il y a déjà un avantage énorme, c'est que les concentrations qu'on retrouve dans le produit, les concentrations sont nettement plus faibles. Et donc là, il y a un intérêt pour la santé. Et alors, il faut savoir que ces organismes de contrôle, on les paye très cher et qui font un boulot qui est très complexe. Et c'est un suivi de tout ce qui est achat sur facture. Alors, quand vous avez une farte comme ça de papier, il y a des gens qui disent oh, vous allez cacher ce qui est... Mais non, vous ne cachez pas tout, quoi. Quand vous trichez, vous arrivez... Il y a toujours un moment ou l'autre où ils vont être capables de recouper l'info. Et puis, quand vous commencez à acheter partout à gauche et à droite, ben, ils vont venir faire un contrôle chez vous, puis ils vont aller faire un contrôle chez l'autre, chez celui qui a acheté, chez celui qui a vendu, pour voir si les chiffres correspondent. Et alors après, je trouve ce qui est dangereux, c'est qu'on peut avoir des pratiques où on ne met pas de produits sur les terres, mais après, il y a tout ce qu'on achète. Donc par exemple, les maraîchers, ce qu'on oublie souvent, c'est que les maraîchers achètent énormément de plants à l'extérieur. Et donc les maraîchers qui sont certifiés bio doivent aller acheter leurs plants chez des gens qui sont certifiés bio, donc qui ont prouvé. Tandis que quelqu'un qui n'est pas certifié, il va peut-être rien mettre sur ses champs, mais il va peut-être aller acheter des plants qui ont été produits de manière pas bio. Et c'est là que pourtant on va en utiliser le plus, c'est dans la production de plants. C'est comme ici, par exemple, moi pour le fromage, mais toutes mes épices que je mets dans mes fromages doivent aussi être des épices bio. Ensuite, si je faisais des yaourts, toutes les confitures que je mets dans mes pots de yaourt doivent être bio aussi. Donc ça veut dire que les fruits ont aussi été produits bio. Donc en fait, c'est toute la chaîne que ça couvre. Le coût de la labellisation est souvent critiqué. On a demandé aux différents labellisés ce qu'ils en pensaient. Et sur la question de qui devrait payer, il y a clairement une interrogation commune. Tout coûte trop cher. Maintenant, quand on voit ce qu'il y a derrière, voilà. Et c'est ça que le contrôle bio coûte aussi cher, c'est qu'en fait, il est très lourd au niveau du contrôle. Le fait d'être en bio donne accès à des primes. Donc, les gens qui disent qu'ils ne veulent pas la certification parce qu'ils sont plus bio que les bio et que de toute façon, ça coûte trop cher, ben, c'est pas vrai parce que les primes couvrent plus que le coût de la certification. Certaines personnes disent, ça devrait pas être les agriculteurs bio qui payent ce contrôle-là, c'est les gens qui choisissent de mettre des produits qui devraient être contrôlés sur ce que deviennent ces produits-là. Nous, on doit payer pour démontrer qu'on n'en utilise pas parce que les autres en utilisent. Elle a un coût, malheureusement, qu'on se demande pourquoi, parce qu'on travaille clean, donc c'est dommage qu'elle coûte si cher. C'est un coût certain et c'est vrai que parfois on se pose la question de qui est-ce qui doit payer pour être labellisé ou non labellisé. C'est un peu le débat sans vouloir taper dans le pied de ceux qui ne sont pas labellisés. Hein. Ce serait peut-être plus logique de ne pas devoir payer un label et de payer à la mesure de qu'on pollue, quoi. On serait dans un monde parfait, ce serait génial et je trouverais qu'il n'y en aurait pas besoin et ça, ce serait
Ça, ce serait vraiment le but ultime à atteindre. Mais dans la société dans laquelle on est maintenant, s'il n'y a pas d'informations qui circulent, il y a tellement de production et de modèles de production différents qu'il faut absolument qu'il y ait une information à un moment ou l'autre qui soit donnée. Et le problème, c'est que pour le moment, il y a trop d'informations et que ça part dans tous les sens. Si vous êtes perdu parmi les labels ou que vous vous posez des questions, on vous invite à consulter notre site ecoconso.be. Vous y trouverez un aperçu des labels pour une alimentation durable. Et pour plus d'infos, des fiches labels qui en résument les points principaux. Un très grand merci à Astrid, Pauline, Jean-Louis et Marc-André. On les retrouve la semaine prochaine pour discuter d'un autre sujet, les points de vente et le prix. De la grande surface au circuit court, ils nous expliqueront où l'on peut trouver leurs produits et pourquoi ils ont fait ces choix-là. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un avis ou des étoiles sur Spotify ou votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. On vous donne rendez-vous sur Instagram, Facebook ou notre site ecoconso.be/miam pour profiter de toutes nos ressources sur l'alimentation durable. Ecoconso et vous, le podcast qui met des idées vertes dans vos oreilles et dans votre quotidien. On mange quoi demain ? Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie.